Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci beaucoup à la SBL Pallium pour l'invitation. Je vais essayer de partager mon écran pour que vous puissiez voir les diapositives. Alors, ça devrait fonctionner. Alors, au vu des différents aléas relatifs à la présentation virtuelle, c'est possible qu'on ait parfois des problèmes, que je sois saccadé ou coupé. N'hésitez pas à le dire peut-être dans le chat, dans la discussion, s'il y a un problème. Et alors, j'essayerai de soit me déplacer ou bien répéter la partie qui a été difficile. Donc voilà, essayez d'utiliser la discussion si c'est le cas. Sinon, pour tout ce qui est questions, voilà, comme ça a été dit, n'hésitez pas à les poser dans la discussion ou bien les noter, les garder et on y répondra à la fin. Voilà. Est-ce que je peux juste demander avant de démarrer, Dorothée, est-ce qu'on voit bien mon écran? Ok, super. Parfait. Donc voilà, comme Dorothée vous l'a expliqué, mon sujet de recherche est habituellement plutôt le développement de traitements pour améliorer la récupération des patients après un coma. Donc c'est vrai que ce n'est pas toujours mon sujet d'expertise et mon sujet habituel de discuter au sein d'une association qui s'occupe plutôt de soins palliatifs. On pourrait penser que c'est deux choses qui sont en opposition. Alors, je vais essayer de vous montrer ce soir, d'abord de vous présenter certains concepts clés qu'on utilise en recherche pour appréhender la conscience, mais également de vous montrer que les soins palliatifs et la recherche de nouveaux traitements pour la récupération post-coma ne sont pas forcément en opposition et qu'on peut tout à fait intégrer ça dans un modèle de prise en charge des patients complet. Donc, voilà. Je vais essayer de reprendre. Voilà, pardon. D'abord, une petite présentation de notre groupe de recherche, photo qui n'est plus vraiment trop d'actualité, mais c'est vrai qu'avec le Covid, on a moins l'occasion de se réunir. Donc, moi, je travaille au Coma Science Group et au Centre du cerveau, qui est en fait une double entité à cheval entre l'Université de Liège et le CHU de Liège. Ça fait plus de 4 ans maintenant que je suis ici et que je fais ma thèse de doctorat, que je vais bientôt défendre. Vous pouvez aller voir notre site internet coma.uliege.be si vous voulez plus d'informations. Donc, cette équipe est composée de neuropsychologues, d'ingénieurs, de médecins comme moi, de kinésithérapeutes, de logopèdes, de philosophes, de biologistes et d'informaticiens. C'est important d'avoir cette pluralité de métiers, comme vous le voyez ici. Comme dans un cerveau, il faut différents lobes, différents neurones qui vont assurer les différentes fonctions. Et donc, nous, on est persuadés que cette complémentarité nous permet d'étudier la conscience avec une meilleure complexité, une meilleure approche. Donc, je vais juste essayer ici d'enlever le bandeau qui me gêne un petit peu. Alors, comment ça marche tout ça? Désolé, un petit ajustement technique. Bon, ok, on va essayer d'y aller comme ça. Voilà. Donc, le sommaire de ce soir, on va d'abord discuter un petit peu de la conscience. Qu'est-ce qu'on entend par conscience? Puis parler des troubles de la conscience, quand la conscience manque ou est lacunaire. Quels sont les outils qu'on utilise pour faire le diagnostic clinique des patients, puis quels sont les outils de neuroimagerie qu'on utilise, donc c'est-à-dire les examens complémentaires qui nous permettent d'aller sonder l'activité cérébrale. Puis on va discuter un petit peu de traitement, qui est mon sujet de prédilection, quels sont les traitements qui existent, quels sont ceux qui sont en développement pour aider ces patients. Et enfin, on va entrer, si on veut, dans la partie qui touche plus aux soins palliatifs. Donc, on va discuter de retrait thérapeutique, quel est le cadre légal, les modalités pratiques et quels sont les éléments de décision qu'on utilise dans la pratique clinique quotidienne pour effectuer un retrait thérapeutique. Et on va parler aussi un peu de mort cérébrale, qui est un sujet qui date déjà d'un certain nombre d'années, mais qui est toujours relativement vif au sein de la communauté internationale. Et évidemment, lié à ça, le don d'organes. Voilà, ça fait déjà un joli petit programme. Voilà, d'abord, la conscience, donc j'ai mis ici à la recherche d'une définition unique, donc c'est point d'interrogation parce qu'on pourrait croire que c'est essentiel d'avoir une seule définition de la conscience pour pouvoir mieux se comprendre entre chercheurs, cliniciens et même de manière générale avec le public, mais on va voir que ce n'est pas forcément indispensable. Déjà que ce n'est pas forcément facile et que ce n'est pas forcément indispensable d'avoir une seule définition de la conscience. Donc, qu'est-ce que la conscience? La conscience, c'est… Aujourd'hui, c'est communément admis que la conscience est générée par le cerveau humain. Mais alors ici, entre le cerveau et la conscience, il y a toujours un vide qu'on a de la peine à s'expliquer.
Et il y a souvent un fossé entre ce qu'on appelle les théoriciens de la conscience, c'est-à-dire les chercheurs qui ont créé des théories sur comment la conscience pouvait se créer de manière très fondamentale, c'est-à-dire qu'on part d'idées, parfois de modèles mathématiques, physiques, et les chercheurs qui viennent de la pratique clinique, de la médecine, qui ont été étudier les zones cérébrales, leur activation. Et alors, on n'arrive pas encore tout à fait à joindre les deux bouts et comprendre exactement comment le cerveau procède pour créer une conscience. Voilà, et donc on vient d'un modèle qui a été utilisé pendant longtemps, qu'on appelait à 2 dimensions. Donc ici, voilà, la figure ici en anglais, mais on a sur l'axe des X l'éveil, c'est-à-dire la capacité à pouvoir ouvrir les yeux, à être réveillé, à être vigilant. Et sur l'axe des Y, ce qu'on appelle awareness en anglais, donc le contenu de conscience en français, c'est-à-dire quelle est la quantité d'informations dont vous pouvez être conscient, que ce soit la conscience de soi-même ou du monde qui nous entoure. Et on peut voir ici qu'on peut mettre sur ces 2 axes les différents états de conscience. On y reviendra après, donc je ne vais pas aller dans le détail. Mais ça a été utilisé pendant longtemps et on se rend compte aujourd'hui que ce modèle est peut-être un petit peu insuffisant pour exprimer tous les états de conscience différents qui existent. Et alors, on passe vers un modèle pluridimensionnel, multidimensionnel. Ici, un exemple où on voit qu'on utilise 3 dimensions différentes. Donc, ici, on utilise ce qu'on appelle la cognition ouverte, dans l'axe des X ici, la fonction motrice sur l'axe des Y, et ici, on vient chercher avec une profondeur, l'axe des Z, ce qu'on appelle la cognition, covered cognition, la cognition parfois dite comme latente en français, c'est-à-dire le fait d'être capable d'être conscient sans pouvoir l'exprimer par des mouvements. Par exemple, on ne peut pas serrer la main à quelqu'un, mais on est quand même capable en fait d'exprimer des idées, d'être conscient de son environnement. Alors, l'exemple de ça, c'est par exemple le Locked-in syndrome qu'on va voir ensuite. Je suis désolé, j'essaie d'enlever ce bandeau supérieur parce que je ne vois pas le titre de mes diapositives. Je vais voir si j'arrive à faire mieux que ça. D'habitude, il s'enlève tout seul. Attendez, je vais juste essayer d'enlever le partage d'écran. Désolé pour le petit désagrément. J'enlève et je vais remettre mon partage d'écran. Ce sera plus facile normalement. Qu'est-ce qui s'enlève? Je vais le mettre en bas. Voilà, j'ai réussi à le mettre en bas. Ça devrait être plus simple. Désolé. Voilà. Donc, ici, une vue des différents réseaux de la conscience. C'est relativement simplifié, mais déjà pour avoir une idée globale, on considère souvent qu'il y a 2 réseaux de la conscience distincts. Un qui est situé sur la face interne du cerveau, qu'on appelle le réseau de la conscience de soi, qui nous permet d'être conscient de qui on est, à quoi est-ce qu'on pense. C'est la petite voix dans votre tête qui vous fait penser à toutes les choses du quotidien. Et donc, qui est en fait basé sur des boucles entre le thalamus, qu'on voit ici en mauve au centre, qui est le relais principal du cerveau, et des zones internes du cerveau, comme le cortex singulaire antérieur et le précuneus. Et un autre réseau qui s'y oppose est le réseau externe, qui nous permet d'avoir conscience de l'environnement, des choses qui nous entourent, de voir, de sentir, toute l'intégration des sens, et qui est plutôt centralisé au niveau de la face latérale du cerveau et des cortex fronto-pariétaux. Voilà. Et en fait, ça a été démontré qu'on a souvent une alternance entre l'activité de ces 2 réseaux, plusieurs fois par minute. On pensait qu'on avait des périodes de plusieurs minutes ou plusieurs heures où l'un était plus actif. Et en fait, on voit que c'est beaucoup plus rapide que ce qu'on pense. Et l'alternance se fait plusieurs fois par minute pour nous permettre d'être à la fois bien conscients de ce qui nous entoure, mais également de penser aux choses qu'on ne doit pas oublier, par exemple. Donc, si on passe maintenant aux troubles de la conscience, donc les situations dans lesquelles la conscience n'est pas normale. Donc ici, j'ai mis comme sous-titre « Patients différents, classification uniforme » parce que c'est une réalité, c'est qu'il faut, pour les besoins de la médecine, établir une classification unique des troubles de la conscience. Il faut mettre des catégories, des cases, mais en fait, chaque patient est différent et parfois, on a du mal dans la pratique clinique à vraiment classer certains patients dans une des petites cases. Voilà. Rapidement, une brève histoire de l'évolution en fait, de ces catégories diagnostiques. Donc, c'est un domaine relativement nouveau, ce qui est assez unique dans le monde de la médecine, parce que si on parle de la cardiologie, de la néphrologie, c'est des domaines qui ont évolué progressivement, mais qui ont plusieurs centaines d'années, parce qu'on savait déjà ce qu'était un rein ou un cœur il y a 200 ans. Et on a simplement amélioré nos techniques de diagnostic, mais aussi de traitement.
Mais il y avait déjà des patients qui avaient des problèmes cardiaques ou des problèmes de reins il y a 200 ans. Sauf que la science du coma, si on considère ça comme une spécialité médicale, elle est très récente parce qu'en fait, avant qu'on invente la ventilation mécanique dans les années 50, les patients qui avaient une lésion cérébrale, soit ils récupéraient spontanément relativement bien et ils avaient une évolution rapide vers une émergence, soit ils décédaient. Et alors, en fait, c'est seulement avec la capacité à maintenir les personnes artificiellement en vie qu'on a créé une nouvelle discipline médicale. On a ici, ça a tout de suite, évidemment, dès les années 50, suscité l'attention de l'Église, qui a dû se positionner par rapport à ça, avec le pape ici, Pie XII, qui a dû établir ce qu'il appelait le moment de la mort, le moment of death. Et alors, ça a tout de suite été la question, comment on considère quelqu'un de mort? Est-ce qu'il faut que le cœur s'arrête? Parce qu'on est maintenant capable de maintenir le cœur, on peut faire battre un cœur artificiellement, on peut faire se gonfler des poumons artificiellement. Donc, aussi bien les scientifiques que l'Église ont dû se prononcer sur le moment de la mort. Et donc ça, on en reviendra après quand on discutera de définition de mort cérébrale. Et donc ici, on voit qu'on a identifié le locked-in syndrome, donc en 1966, cette capacité à rester parfaitement conscient après une lésion du tronc cérébral, sans être capable dans les cas extrêmes, on va dire, sans être capable de ne présenter aucun mouvement des membres, et donc parfois seulement les mouvements verticaux des yeux qui subsistent. Donc par les fameux neurologues Plum et Posner qui ont identifié cette condition-là. En 1968, on a défini de manière formelle la mort cérébrale comme étant la mort de l'être humain, même si c'est pas encore aujourd'hui même, c'est pas encore légalement le standard uniformément accepté pour la mort dans tous les pays. Et puis ensuite, on a commencé à définir ces catégories diagnostiques en 1972, l'état végétatif, dont les conditions ont été posées, ont été écrites. Et puis, on a commencé à avoir différentes affaires juridiques dans les années 90 qui ont un petit peu défrayé la chronique avec l'affaire Nancy Cruzan, l'affaire de Terry Schiavo, qu'on verra par la suite, qui sont des cas de personnes qui étaient maintenues artificiellement en vie et dont l'état de conscience était relativement incertain. On ne savait pas si elles étaient vraiment conscientes ou non et dont le pronostic également n'était pas sûr. Et donc, il y a eu plusieurs affaires où le cas d'un retrait thérapeutique, donc arrêter les traitements pour laisser la personne mourir, a été très polémique et a nécessité l'intervention de la justice qui a dû se positionner par rapport à ça, qui était quelque chose de nouveau. Dans les années 90, on a eu l'Association américaine de neurologie qui a établi des guidelines pour déterminer de manière standardisée la mort cérébrale, qui ont été revus en 2010 d'ailleurs, ce qui n'est pas sur ce graphique. Et puis, on a ensuite, en 2002 et en 2010, les dernières catégories utilisées qui ont été formellement établies, à savoir l'état de conscience minimal et l'état d'éveil non répondant, qui est en fait une évolution de la définition de l'état végétatif, qui sont maintenant les catégories qu'on utilise, comme vous allez le voir ici. Voilà. Donc aujourd'hui, on utilise ces entités diagnostiques-ci qu'on regroupe sous la famille des troubles de la conscience. Donc, suite à une lésion cérébrale qui peut être de différentes causes. Ça peut être suite à un trauma crânien, à ce qu'on appelle anoxie, ça peut être par exemple un arrêt cardiaque. Ça veut simplement dire qu'on manque d'oxygène au niveau du cerveau, par exemple suite à un arrêt cardiaque ou un AVC. Suite à une hémorragie cérébrale, par exemple une rupture d'anévrisme, un trouble métabolique, infectieux ou inflammatoire, bien que plus rare. Toutes ces causes-là peuvent amener à être dans un état de coma. Et puis ensuite, le spectre ici de récupération va, si les récupérations il y a, va transiter par ce qu'on appelle l'état d'éveil non répondant, le syndrome d'éveil non répondant, qui est encore appelé parfois l'état végétatif. Les deux noms cohabitent actuellement. Puis l'état de conscience minimale, qu'on divise maintenant en état de conscience minimale moins et plus, en fonction des signes de conscience que le patient est capable de présenter. Donc ici, pour avoir un peu une idée, dans le coma, on n'a aucun signe de conscience et aucun signe d'éveil. Donc, si on revient à ces deux composantes qu'on a vues avant, on n'a ni conscience ni éveil. Dans l'état d'éveil non répondant, on a, comme son nom l'indique, une récupération de l'éveil. Donc, on voit ici dans la figure, la personne peut ouvrir les yeux, ce qui est relativement surprenant si on n'a pas l'habitude, mais il n'y a toujours aucun signe de conscience présent. Donc, la personne est incapable de serrer la main sur commande ou suivre du regard dans la pièce. Et on considère que la personne arrive en état de conscience minimale si elle est capable de montrer des signes de conscience, donc ce qui veut dire voilà, c'est de manière non ambiguë, la personne
à des signes que le cortex cérébral est bien actif et arrive à intégrer des informations. Donc, ça peut être ici la poursuite visuelle, comme on voit ici, ou la réponse à la commande. Donc, on lui demande de bouger un bras et la personne bouge un bras en réponse. Quand une personne est capable de communiquer de manière fonctionnelle avec un code oui-non, donc ça ne veut pas forcément dire faire des phrases complètes, mais simplement exprimer un oui et un non de manière fonctionnelle, donc efficace, on considère que cette personne est sortie des troubles de la conscience et est en EMCS, donc émergence de l'état de conscience minimal, ou EECM en français. Voilà, c'est beaucoup d'entités diagnostiques un petit peu compliquées, mais c'est important pour comprendre ensuite les différents résultats dont on va parler. On en a parlé tout à l'heure, le locked-in syndrome, alors ce n'est pas un hasard si le locked-in syndrome n'est pas sur ce spectre des troubles de la conscience, parce qu'il ne s'agit pas d'un trouble de la conscience, vu que la conscience est parfaitement préservée dans le locked-in syndrome, l'état d'enfermement, parfois on appelle ça en français. C'est souvent une lésion du tronc cérébral, donc en dessous en fait du cortex, le cortex qui est responsable de notre conscience. Et donc, on a uniquement une perte des capacités motrices et également de la parole, vu que c'est aussi une fonction motrice, la parole, hein, c'est une fonction motrice de notre larynx. Et donc, ces personnes-là peuvent parfois communiquer uniquement avec des mouvements oculaires. Et donc, aujourd'hui, on a heureusement des technologies assistées par ordinateur qui permettent à ces personnes de communiquer avec une caméra qui suit leurs mouvements oculaires et ils peuvent écrire avec beaucoup de patience et les mouvements oculaires. Parfois, on a des locked-in syndrome partiels, donc des personnes qui ont quand même toujours la capacité d'avoir de petits mouvements d'une main. Et alors, à ce moment-là, on essaye d'optimiser au mieux leur capacité de communiquer avec des boutons, des interfaces plus avancées, enfin, différentes variantes qui existent. Voilà, donc en général, comme on disait ici, on a des trajectoires qui sont variables, mais en général, si une personne est dans le coma, ce qu'on espère, c'est qu'elle va transiter par l'état d'éveil non répondant le plus brièvement possible et ensuite retrouver des signes de conscience, donc passer par l'état de conscience minimale moins. Quand elle retrouve des signes liés au langage, donc soit comprendre le langage, soit exprimer une forme de langage, elle passe dans l'état de conscience minimale plus. Puis quand cette personne peut communiquer, elle émerge, comme on a dit ensuite. Mais évidemment, ces personnes ont toujours des gros handicaps et à ce stade-là, c'est qu'elle est importante. Et alors, à ce moment-là, on essaye de favoriser une reprise de l'indépendance et à terme, chez les patients qui s'en sortent le mieux, une réinsertion professionnelle. C'est évidemment dans le cas idéal, mais ça fait aussi partie de notre travail d'évaluer le pronostic des patients qui ne vont pas récupérer. On a différents moyens pour l'évaluer. Et donc, souvent à partir d'un état d'éveil non répondant qui persiste, mais également aussi parfois dans des états de conscience minimale, on peut suggérer, au vu des différents examens, un retrait thérapeutique avec ou sans un don d'organes en fonction de la discussion avec la famille. Donc voilà, on peut se demander pourquoi c'est important d'évaluer la conscience, parce que au final, si on ne peut pas vraiment changer le sort de ces patients, ça n'a pas vraiment d'utilité de créer toutes ces catégories diagnostiques différentes. Donc 3 raisons. Premièrement, pour pouvoir évaluer le pronostic et le communiquer aux familles. On sait que si on est en état d'éveil non répondant, on a un pronostic très différent à 24 mois d'un patient qui est en état de conscience minimale. Vous voyez ici, on a évalué des patients 1 mois après la lésion cérébrale. Donc, au départ, ils sont tous dans la catégorie rouge, qui est l'état d'éveil non répondant ici. Et dans le graphique du bas, ils sont tous dans la catégorie bleue. Et on voit à 2 ans que la majorité des patients du graphique du haut est décédée. Alors, la majorité, c'est suite à un retrait thérapeutique et une fin de vie accompagnée. Mais il y a seulement une faible proportion qui est en état de conscience minimale. Alors que dans le graphique du bas, on voit qu'il y a une proportion bien plus importante qui a réussi à émerger ou qui est toujours en état de conscience minimale. Une deuxième raison pour évaluer la conscience, c'est de choisir les patients qui vont pouvoir bénéficier d'un traitement. On sait que c'est non seulement coûteux et aussi logistiquement compliqué de proposer des traitements expérimentaux à ces patients. Et donc, c'est important de choisir le bon traitement pour le bon patient. On sait que certains traitements réagissent mieux chez les patients en état de conscience minimale. Certains traitements réagissent mieux chez des patients qui ont eu un arrêt cardiaque ou bien qui ont une lésion seulement de la partie gauche du cerveau. Donc, pouvoir mieux évaluer les patients nous permet de mieux choisir le traitement qu'on leur propose. Une troisième raison, qui est un peu aussi le sujet d'aujourd'hui, c'est l'éthique ou la neuroéthique, comme on appelle ça aujourd'hui. À savoir que éthiquement, ici, vous avez juste 2 chiffres qui font un peu froid dans le dos, qui heureusement datent de 2002 et qui, je crois, sont en amélioration.
En 2002, le temps moyen pour faire le diagnostic d'un patient à Locked-in syndrome était de 79 jours, donc c'est énorme, et a été fait par la famille dans la moitié des cas. Donc, vous imaginez, ça veut dire qu'en fait, les équipes soignantes rataient ce diagnostic-là dans une grande partie des cas, et parfois, il fallait aux patients presque 3 mois pour qu'on se rende compte qu'il était parfaitement conscient, mais paralysé. Donc, voilà. Donc, quelques mots sur les outils qu'on utilise pour faire le diagnostic clinique. J'ai appelé ça la pointe de l'iceberg parce que c'est sûr que ce que les patients arrivent à exprimer avec des gestes, c'est uniquement une faible partie en général de ce qu'ils sont capables de ressentir et d'exprimer au niveau du cerveau. Donc ici, anciennement, on utilisait différentes échelles. Peut-être que vous connaissez l'échelle de Glasgow, la Glasgow Coma Scale, qui évalue différentes réponses, qui est rapide à administrer, donc qui est pratique, mais qui est relativement limitée, parce qu'elle ne teste pas tous les signes de conscience. Après, elle a été améliorée par différentes échelles. Ici, on va passer rapidement. Donc, ensuite, on a rajouté les réflexes du tronc cérébral pour faire la Glasgow-Liège. Voilà, on est une fierté belge d'avoir développé cette échelle-là, notamment à Liège. Puis, on a rajouté les différentes caractéristiques respiratoires pour arriver au score fort, qui est encore beaucoup utilisé dans les unités de soins intensifs. Mais avec ces échelles-là, on a jusqu'à 40% des patients qui reçoivent un diagnostic erroné si on n'utilise pas d'échelle spécifique aux troubles de la conscience. Donc, l'échelle qui aujourd'hui est couramment utilisée et qui est recommandée par toutes les guidelines, c'est l'échelle de récupération du coma, la Coma Recovery Scale Revised, parce qu'elle a été révisée une fois, qui comporte 23 items à tester et qui est séparée en 6 sous-échelles que vous voyez ici. Donc, ça prend un petit peu de temps de l'administrer, en général entre 20 et 30 minutes. Donc, évidemment, c'est une limitation pour son utilisation, mais elle teste tous les signes de conscience actuellement reconnus et normalement, on a beaucoup moins de patients chez qui on va rater un diagnostic de conscience. Donc, on conseille également de faire une évaluation répétée. On sait que les patients ont beaucoup de fluctuations de leur niveau d'éveil. Et donc, on a fait ici une étude en 2017 qui a montré que seulement après 5 évaluations sur un laps de 2 semaines, on arrive à un taux de précision dans le diagnostic qui est de l'ordre de 97%. Ici, ce que vous voyez ici, c'est les patients qui ont un diagnostic erroné. Donc, on a seulement 3% de patients qui ont un diagnostic erroné après 5 évaluations. Donc, on a jugé que c'était satisfaisant. Mais évidemment, ici, le problème, vous vous en doutez, c'est que si on additionne, donc là, on avait mis en moyenne 17 minutes pour faire un examen. Donc, le temps de faire 5 examens, ça va vous prendre déjà 85 minutes. Et alors, si vous avez 6 patients à évaluer dans votre unité, donc on est à 8,5 heures. Donc, ça veut dire que vous devez dédier une journée de travail entière pour l'évaluation de vos patients. Et ça, c'est théoriquement toutes les 2 semaines. Donc, c'est très compliqué d'arriver en pratique à vraiment utiliser cette échelle de manière recommandée. Et donc, on a regardé quels étaient les signes de conscience les plus fréquents. Il n'y a pas besoin forcément de tester les 23 items. On a regardé ici les 5 signes qui étaient le plus fréquemment retrouvés chez les patients quand ils récupéraient la conscience. Et on a développé récemment, l'année dernière, une échelle plus courte qui s'appelle la Seconds. Elle peut être faite en quelques secondes, si on veut. Donc, en réalité, c'est de l'ordre de 7 minutes, la médiane d'administration, qui reprend les items les plus fréquemment retrouvés chez les patients qui retrouvent la conscience et qui permet une administration plus rapide, donc plutôt créée pour les unités de soins intensifs où on a moins de temps en général. Et on a besoin aussi seulement d'un miroir, donc moins de matériel, et qu'on est en train d'implémenter dans les différentes unités en Belgique et ailleurs d'ailleurs. Ça, voilà, c'est aussi juste par curiosité, si ça vous intéresse. Il y a différents groupes qui sont en train de remettre en question la liste des signes de conscience qui sont reconnus. Et donc, il y a différents signes de conscience qu'on appelle les nouveaux signes de conscience qui pourraient également passer dans les recommandations d'ici quelques années, notamment le fait d'arriver à résister quand on essaie de vous ouvrir les yeux, le fait d'être capable de sentir des odeurs. Alors ça, c'est assez difficile malheureusement à représenter. Vu que les patients sont non communicants, c'est difficile de leur demander s'ils sentent une odeur. On a différents moyens pour essayer de le tester. L'habituation auditive, c'est-à-dire s'habituer à un son et être moins étonné par un son avec le temps. Le fait de pouvoir croiser les jambes, faire des grimaces, localiser la provenance d'un son ou simplement être alimenté par la bouche. Voilà, ça devrait être dans les années à venir des signes qui pourraient intégrer les échelles.
Évidemment, on en a parlé avant, toutes ces échelles cliniques, elles ont des limitations, que même avec la meilleure échelle, on ne pourra pas toujours surmonter. Si le patient a une paralysie ou un problème moteur, évidemment, voilà, on ne saura pas obtenir de réponse à la commande. Une aphasie, c'est-à-dire un problème pour la compréhension ou la production du langage. Si le patient a des troubles de vision, des troubles d'audition, des troubles de la vigilance, voilà, on sait parfois les patients n'ont pas les mêmes horaires que nous, peuvent parfois plutôt avoir tendance à dormir la journée et être réveillés la nuit. Parfois, les patients ont simplement mal et donc c'est difficile d'avoir une bonne coopération si on a des fortes douleurs. Parfois, ils ont été sédatés par l'équipe et nous, on va les évaluer après. Et suite à un manque de communication entre les équipes, on n'est pas au courant qu'ils ont été sédatés. Évidemment, c'est une forte limitation. Ou simplement, parfois, les patients ne vous aiment pas, ils n'ont juste pas envie de répondre à vos questions. Ça arrive et c'est leur droit. Donc, il faut faire avec. Voilà. Et donc, pour passer outre toutes ces limitations, on utilise des techniques de neuroimagerie, donc des examens complémentaires qui nous permettent de sonder l'activité cérébrale et de voir si un patient est conscient indépendamment de sa collaboration. Bon, voilà, on n'a plus besoin de sa participation pour savoir si quelqu'un est conscient. Et ici, j'ai mis le sous-titre « Trop d'informations » parce pendant des années, on a essayé d'obtenir un maximum d'informations, de créer plein de nouvelles mesures. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'on en a peut-être même trop parce qu'on ne sait pas vraiment quoi en faire si on a trop de données et qu'admettons, alors si toutes les données vont dans le même sens, c'est toujours très pratique, on sait quoi en faire. Mais si on a une discordance entre les résultats des différents examens, parfois, on est bien embêté et on ne sait pas trop auquel examen on doit se fier le plus. Donc, un exemple ici avec l'électroencéphalographie. Vous connaissez peut-être l'électroencéphalogramme si vous en avez déjà fait un. C'est souvent avec beaucoup moins d'électrodes. Ici, c'est la version dernier cri, high-tech. Donc, on a 256 électrodes qui sont posées sur le crâne. Pourquoi en vouloir plus? Ça permet en fait de mieux localiser la source qu'on arrive à enregistrer, la source d'activité qu'on enregistre. Et donc, le principe de l'électroencéphalographie, c'est qu'on mesure l'activité électrique qui est produite par les neurones. Nos neurones sont comme un petit ordinateur et donc en communiquant entre eux, ils vont produire une petite activité électrique. Et donc simplement en posant des senseurs sur le crâne, on va pouvoir mesurer la résultante de cette activité électrique. Le gros défaut de l'électroencéphalogramme, c'est qu'on ne peut pas mesurer l'activité qui se passe au centre du cerveau. Toutes les structures profondes ne peuvent pas être enregistrées. Ça sert uniquement à enregistrer le cortex, même si des nouvelles méthodes de reconstruction des sources nous permettent progressivement d'arriver là aussi. C'est aussi une méthode. Alors, on peut combiner le G avec des stimuli auditifs. Là, vous avez un paradigme qui utilise des bips de différentes tonalités. Je ne sais pas si vous entendez les bips. Et donc, voilà. Ça recommence. Donc, voilà, c'est un peu… Donc, les différents bips, je vais remettre pour qu'on voit ici. Et donc, on peut ensuite mesurer en parallèle l'activité cérébrale pendant qu'on entend les bips. Et donc, ça nous permet de voir si le cerveau arrive à réagir au changement de tonalité. Normalement, quand la tonalité change, le cerveau produit une activité particulière. Et donc, ça nous permet de vérifier si la personne est réactive. Ici, vous avez des belles images qui ont été produites par notre ingénieur, le docteur Panda, qui mesure la connectivité fonctionnelle du cerveau grâce à l'électroencéphalographie. Donc, on va mesurer entre chaque électrode quelle est la quantité d'informations qui est transmise, en regardant si les tracés évoluent de manière parallèle ou non. Et ensuite, on peut regarder, donc ici, chaque cheveu, en fait, représente le degré de connectivité entre deux électrodes. Et plus le cheveu est rouge, plus il est haut, plus il y a une connectivité. Et on peut voir comme ça facilement les zones du cerveau qui sont relativement déconnectées. Donc, à gauche, vous avez ici, par exemple, quelqu'un qui a une lésion cérébrale importante. Toute la partie antérieure du cerveau est déconnectée. Il y a seulement une connectivité qui persiste à l'arrière. Et ici, à droite, quelqu'un qui, je pense, soit c'est un contrôle sain, soit quelqu'un qui a déjà bien émergé. Et alors, on voit qu'il y a seulement une zone à l'arrière du cerveau qui n'a pas réussi à récupérer. Probablement, c'est là qu'il y a eu la lésion et les neurones sont simplement, ils sont morts à cet endroit-là et donc on ne peut pas récupérer de connectivité. On peut également, ça c'est un peu plus technique, combiner l'électroencéphalographie avec des techniques qu'on appelle de machine learning. Donc, c'est des algorithmes informatiques qui apprennent tout seuls. Donc, ça a à voir avec l'intelligence artificielle. Et donc, on les fait apprendre sur des séries de données de plusieurs centaines de patients. Et une fois qu'ils ont appris, ils sont capables, avec un nouveau patient inconnu, de nous dire, souvent mieux que l'être humain. Si vous demandez à un expert en neurologie, il va être moins bon que la machine. C'est un peu comme les ordinateurs qui jouent aux échecs maintenant, qui battent l'être humain. On peut faire exactement la même chose avec des données
d'électroencéphalographie et la machine va pouvoir nous dire, voilà, cette personne a une certaine probabilité de récupérer de la conscience, alors que l'être humain serait incapable d'analyser autant de données. On peut aussi faire la stimulation magnétique transcrânienne. Donc ici, on vient donner un petit courant magnétique à travers le crâne qui vient perturber les neurones qui sont à la surface. Et on va mesurer si la réaction du cerveau à cette perturbation magnétique est normale ou anormale. Donc ici, vous voyez, il y a une perturbation magnétique qui est donnée à un endroit et on regarde la réponse du cerveau et ensuite on la compresse et on peut, avec une valeur unique, savoir si la personne est plutôt consciente ou inconsciente. On peut aussi utiliser ce qu'on appelle le PET scan, ou en français le TEP, qui est la tomographie par émission de positons. Ça, c'est une méthode qui va mesurer la consommation de sucre par notre cerveau. Donc, on injecte une petite quantité de sucre radioactif dans le sang et on regarde si le cerveau va consommer ce sucre de manière homogène ou si certaines régions du cerveau vont consommer moins de sucre parce qu'elles ont été touchées par la lésion cérébrale. Donc ici, voilà, on voit, ça fait des graphiques avec les régions en rouge qui consomment plus de sucre et en bleu qui consomment moins de sucre. Et donc, on peut voir ici quelqu'un comme vous et moi, normalement, si tout va bien, on a ce genre d'image-ci. Quelqu'un qui est, on a le signe de la boîte vide chez quelqu'un qui est en mort cérébrale. On a uniquement une activité résiduelle des cellules de peau du crâne, mais on n'a plus rien du tout à l'intérieur du crâne. Quelqu'un qui dort avec soit à gauche ici un sommeil profond ou un sommeil paradoxal, c'est la phase du sommeil durant laquelle on rêve. On voit qu'il y a une activité qui est bien plus élevée que durant le sommeil profond. Durant une anesthésie générale, c'est relativement proche du sommeil, comme on voit ici. Et ici, on a ensuite, quand on se réveille de l'anesthésie, on est encore un petit peu, on met un certain temps à récupérer une activité, un métabolisme cérébral normal. Et puis ensuite, chez les patients qui ont une lésion cérébrale, on voit ici un exemple d'un patient en état d'éveil non répondant et un patient en état de conscience minimale, ou non, c'est carrément quelqu'un qui a récupéré, voilà, qui est passé en état de conscience minimale après un état d'éveil non répondant ou état végétatif. Et on voit quand même que le métabolisme reste très diminué. Donc, ça ne va pas nous donner toutes les informations, on ne peut pas tout déduire de ça, mais ça nous donne déjà une information sur les différentes régions, notamment, ça nous permet d'identifier certains réseaux. On a parlé au début de la conférence, si vous vous souvenez, des réseaux de la conscience. Eh bien, on retrouve ces mêmes réseaux-là en regardant l'activité métabolique, la consommation de sucre par le cerveau est également présente dans ces régions. Et si on voit par exemple ici à droite que toute la région fronto-pariétale, qui est normalement responsable de la conscience de l'environnement, comme on a parlé au début, elle est entièrement en bleu, donc c'est les régions qui consomment moins de sucre, anormalement peu de sucre en fait. Eh bien, ici, on peut s'attendre à ce que cette personne soit moins capable d'intégrer les stimuli de son environnement et de réagir à des sons et des images. Donc, c'est plutôt un mauvais pronostic, comparé au patient de gauche ici, qui a quand même encore une bonne partie des régions qui sont en rouge, c'est-à-dire que c'est suffisant. On peut utiliser aussi l'IRM, je pense que ça, on en a tous entendu parler, qui a l'avantage d'être non invasif. On n'a pas besoin d'injecter une substance radioactive ici. On utilise uniquement un champ magnétique pour aller évaluer en détail la structure et la fonction du cerveau. Et donc, il y a de nouvelles applications de l'IRM qui existent aujourd'hui. Ce qu'on appelle la morphométrie nous permet de mesurer si il y a une atrophie de la matière grise, une atrophie du cerveau dans certaines régions. Ici, les régions en rouge sont celles qui ont été atrophiées à gauche. Et on peut aussi utiliser ça. Donc, la matière grise, c'est les neurones eux-mêmes. Et la matière blanche, c'est ces câbles qui relient les neurones comme des câbles électriques et qui font circuler l'information. Donc, avec l'IRM, on peut mesurer les deux. À droite, ici, vous voyez une représentation de tous ces câbles, ce qu'on appelle l'imagerie par tenseur de diffusion, ce qu'on appelle aussi la tractographie parfois, qui nous permet de voir l'architecture de ces câbles électriques. Et vous voyez ici la ligne du bas, un patient qui a eu une lésion ici du côté gauche. On voit que toute la partie gauche du cerveau, les câbles ont été fortement touchés. Voilà, on peut aussi utiliser l'IRM de manière fonctionnelle pour voir en temps réel l'activation des zones du cerveau. Ça nous permet de voir ici, par exemple, un patient à droite en locked-in qui a exactement la même activation que le patient contrôle. Donc, c'est à gauche un patient sain et à droite un patient locked-in qui nous confirme que ce patient-là est bien conscient malgré le fait qu'il ne bouge pas du tout et qu'il ne répond pas à la commande. Ça, c'est un peu plus technique. Voilà, on peut identifier différents réseaux de connectivité, c'est-à-dire en gros, on voit que certaines zones du cerveau vont avoir tendance à s'allumer de manière parallèle, toujours
toujours ensemble. Certaines réseaux vont toujours s'allumer ensemble et donc on les caractérise comme étant un réseau. Et donc, en fonction de si on pend, donc il y a le réseau interne, externe qu'on a vu avant, le réseau de la salience, s'il y a quelque chose de surprenant qui arrive, alors c'est certaines régions qui vont s'allumer, ou bien si on est en train d'écouter quelque chose, de regarder quelque chose, ou sensorimoteur, donc soit de bouger ou de toucher, on va avoir des réseaux différents de neurones qui vont s'allumer de manière simultanée. Voilà, ça c'est la même chose. Ça c'est assez intéressant. On peut aussi créer des interfaces cerveau-ordinateur. Donc ça veut dire qu'on va essayer de communiquer avec une personne qui n'est pas capable de communiquer uniquement en regardant l'activation des aires de son cerveau en direct. Alors c'est uniquement pour l'instant à des buts de recherche. C'est difficile si chaque fois qu'on doit communiquer avec quelqu'un, on doit le mettre dans un IRM fonctionnel, vous pensez bien que ça va coûter cher et que ça va être un peu compliqué si on veut lui demander ce qu'il veut manger. Mais c'est ce qu'on appelle une preuve de principe. Donc, c'est très impressionnant de voir que c'est possible. En effet, ça a été démontré de communiquer avec quelqu'un uniquement avec l'activation des zones. Donc, ici, on a demandé à quelqu'un de s'imaginer en train de jouer au tennis s'il voulait dire oui et de s'imaginer en train de naviguer à travers les pièces de sa propre maison pour dire non. Pourquoi ces deux tâches-là? Parce qu'elles allument des régions du cerveau qui sont assez loin, qui sont différentes. Donc, c'est facile de voir la différence. Et donc, ici, on a demandé à la personne si son père s'appelle Alexandre. On voit ici que c'est les aires qui correspondent au tennis, donc à ce qu'on appelle les aires prémotrices. Donc, on s'imagine en train de faire un mouvement qui s'allume. Alors que quand on lui a demandé si son père s'appelait Thomas, on a d'autres aires qui s'allument qui correspondent en réalité à la mémoire, notamment la mémoire visuelle et donc des pièces de sa maison. Et donc, on voit ici que le père de la personne s'appelle bien Alexandre et c'est une personne qui était incapable de communiquer autrement que par cette manière-là. C'est une belle preuve du principe qui doit ensuite être adapté à la clinique, ce qui n'est pas encore le cas d'ailleurs. On est encore en train de chercher des manières d'adapter ça. Et c'est ça, voilà, pour pas non plus vous vendre du miracle, c'est un case report qui a été publié sur un patient. C'est très compliqué. Il y a beaucoup de patients chez qui ça a été testé et chez qui ça n'a pas fonctionné. Donc voilà, on en arrive à une pratique clinique où on utilise ces différentes méthodes de manière complémentaire chez la même personne. Donc, on va faire ces différents tests et on va intégrer le résultat de toutes ces méthodes pour arriver à prendre une décision clinique. Parfois, une décision de continuer les traitements et parfois une décision palliative. Donc, rapidement, quelques mots sur les traitements disponibles, vu que c'est mon champ d'expertise. Ici, une roue qui reprend les différents traitements. Il y a beaucoup de traitements qui sont actuellement en train d'être investigués, d'être testés dans des essais cliniques, parce que c'est la grande nécessité pour ces patients, trouver un traitement efficace qui améliore la récupération après le coma. Actuellement, on a, hormis voilà, la kinésithérapie, l'ergothérapie, des choses qui relativement semblent logiques, c'est-à-dire ne pas priver les gens de stimulation sensitive, tactile, auditive, ce qui se fait dans les maisons, dans les centres de revalidation. On n'a pas vraiment de traitement qui a prouvé une vraie efficacité pour améliorer la récupération. Et donc, c'est un domaine qui est très actif. On essaye de modéliser l'action des traitements, c'est-à-dire de développer des traitements qui vont agir sur des zones du cerveau qu'on sait être problématiques. On sait qu'il y a un problème dans tel réseau et on va essayer de substituer ce qui manque par un traitement spécifique. On n'y va pas à l'aveugle. Donc, notamment, on sait qu'il y a un réseau qui s'appelle le mésocircuit, qui est un réseau de boucles entre différentes régions du cerveau, notamment le thalamus, le cortex frontal et pariétal, et qui fonctionne avec un neurotransmetteur qui s'appelle la dopamine. Vous connaissez peut-être la dopamine, parce qu'on dit souvent que c'est l'hormone de l'addiction. C'est différentes choses, mais c'est aussi ce qui manque chez les personnes qui ont Parkinson. C'est un neurotransmetteur qui a différentes fonctions. Et on essaie de substituer cette dopamine parce qu'on sait qu'elle manque dans certaines régions spécifiques du cerveau chez les personnes qui sont dans le coma. Et donc, grâce à ces traitements, on essaie de créer ce qu'on appelle des biomarqueurs de récupération. Donc, trouver des marqueurs qui nous indiquent si la personne est en train d'aller mieux avant qu'elle aille mieux. Et on essaie également le plus important, c'est-à-dire de prédire la réponse thérapeutique individuelle. Avant de traiter la personne, on récupère différentes informations à son sujet et on dit, voilà, cette personne-là, elle va bien répondre à tel traitement. Cette personne-là, elle va mieux répondre à un autre traitement. Et c'est dans une optique de médecine de précision. Et ça, c'est quelque chose qui est très à la mode dans différents domaines de la médecine, notamment en cancérologie aussi. On essaie de traiter chaque cancer de manière individuelle avec le bon traitement. Et ça passe notamment par des tests génétiques. De plus en plus, on utilise le profil génétique d'une personne pour mieux le traiter. C'est en train d'arriver aussi dans notre domaine.
Voilà, ici, quelques exemples. L'amantadine, qui est un médicament qui stimule la dopamine, qui a prouvé des effets positifs, en tout cas entre le premier mois et 4 mois après un trauma crânien. L'apomorphine, qui est la molécule qu'on teste ici à Liège dans l'étude que je coordonne, qui a prouvé aussi des résultats assez intéressants préliminaires. On voit ici la courbe de récupération en pointillé des patients qui ont reçu le traitement par rapport aux patients contrôle, qui va vers le mieux, alors que les patients contrôle ont tendance à stagner ou même plutôt diminuer ici entre le jour 0 et la première année après la lésion. On voit aussi que ça se traduit par différentes améliorations au niveau des mesures qu'on a vues avant. Le zolpidem, c'est une histoire assez surprenante qui souvent intéresse aussi le grand public parce que beaucoup de zolpidem, parce qu'on nous l'a déjà prescrit, c'est le somnifère le plus prescrit au monde parce qu'il a un profil relativement sûr d'action. Et alors, ça peut vous sembler bizarre, mais on va donner un somnifère à une personne qui a des troubles de la conscience et au lieu de dormir, cette personne-là va se mettre à parler, se mettre à bouger et récupérer de manière impressionnante. En fait, on voit qu'il y a seulement 5 à 7 5 à 7% des patients testés qui sont répondeurs. Et après une seule dose de 10 mg, donc c'est la dose qu'on donne normalement pour induire le sommeil, ces personnes vont avoir des réponses assez dramatiques, assez impressionnantes, mais de manière transitoire, donc seulement pendant que le médicament est actif. Et on commence à imaginer qu'on est en train de se demander pourquoi, on n'a toujours pas la réponse, et on pense que c'est possiblement une variation génétique du récepteur de cette molécule-là, qui chez ces personnes, ils ont une version du récepteur qui est différente, et alors ils vont avoir cette réaction qu'on appelle paradoxale. Et ça, notamment pour la petite histoire, on a eu un patient qui est venu il y a 3 mois à Liège, un patient assez incroyable, qui lui n'a pas de trouble de la conscience, qui a eu un AVC bilatéral au niveau de l'arrière du cerveau assez massif et qui a presque entièrement perdu la vue. Donc cette personne-là, elle est presque aveugle. Elle voit, vous voyez ici, son champ visuel avant le traitement est très réduit, uniquement dans la moitié droite. Donc même la vision centrale, il l'a perdue. Il voit seulement une petite tache de lumière sur la droite. Et par hasard, une fois, il a pris un zolpidem et il s'est rendu compte qu'en fait, il retrouvait plus de la moitié de son champ visuel, ici à droite, pendant quelques heures après la prise de zolpidem. Donc c'est accompagné par différents… Donc il voit beaucoup mieux, il passe de 0,3 à presque 10 sur 10 d'acuité visuelle. Et donc, on se pose la question de savoir si cette personne est en fait sujette à la même réaction paradoxale qu'on observe chez nos patients comateux. Des analyses qui sont en cours et des résultats qui ne sont pas encore publiés, mais assez fascinant de voir cette personne qui est venue aveugle chez nous et après une seule dose d'un traitement, était capable de se déplacer dans l'hôpital sans problème et d'aller au restaurant avec nous. C'était assez impressionnant. Parmi les différents traitements qu'on essaye, il y a aussi la stimulation électrique transcrânienne. Donc, on fait passer une faible dose de courant électrique appliquée par des patchs sur le crâne pour dépolariser la membrane des neurones, donc stimuler l'activité neuronale dans certaines régions ciblées. On voit ici qu'il y a plus de 40% des patients en état de conscience minimale qui avaient des effets positifs après la stimulation réelle, alors qu'il n'y avait pas d'effet après la stimulation factice. On mettait simplement des électrodes, mais il n'y avait pas de courant. Et il y a eu très peu d'effets secondaires, vu que c'est non invasif, c'est des patchs posés sur le crâne, donc c'est plutôt des résultats encourageants. Il y a plein d'autres traitements qui sont à l'étude, et ce qui m'intéresse beaucoup, mais c'est vrai que à cause du temps limité, vous aurez le loisir d'aller, vous pouvez me contacter si ça vous intéresse. Stimulation du nerf vague, une stimulation par ultrasons, stimulation magnétique, les cellules souches, une stimulation vestibulaire, donc la stimulation cérébrale profonde ou de la moelle épinière directement. Plein de pistes qui sont explorées actuellement qui sont assez fascinantes. Voilà. Si j'ai encore un peu de temps, on va parler maintenant de l'aspect qui a trait aux soins palliatifs. Donc, on a vu toutes les manières de tester ces patients, savoir s'ils sont conscients ou non. Et maintenant, on va se poser la question, comment est-ce que ces informations influencent notre décision d'aller plutôt vers une revalidation intensive ou vers un projet de fin de vie de soins palliatifs. Et donc ici, une chose importante, c'est de rappeler le cadre légal en Belgique, que peut-être certains d'entre vous connaissent bien. 3 lois importantes ici. La loi sur l'euthanasie, les 3 lois ont été votées en 2002, ce n'est pas un hasard, c'est que c'est peu après l'élection en fait, d'un gouvernement qui était à une majorité non confessionnelle en Belgique et donc qui a pu instaurer un groupe de travail pour faire passer de nouvelles lois qui se posaient des questions qui n'avaient jamais vraiment été osées auparavant sur les droits des patients à l'euthanasie, aux soins palliatifs et à la fin de vie. Et donc, la première loi, c'est la loi sur l'euthanasie,
qui autorise l'euthanasie en Belgique dans 2 cas bien définis. La première, c'est si le patient est capable de discernement. La deuxième, c'est s'il y a eu une déclaration anticipée. On ne va pas aller dans tous les détails de cette loi-là, parce que vous avez peut-être d'autres conférences qui en parlent. Mais ici, ce qui est important, c'est de savoir que nous, dans nos cas de patients cérébrolésés, c'est très rare qu'on puisse utiliser cette loi, parce que d'une part, les patients ne sont pas capables de discernement. D'autre part, c'est rare qu'ils aient fait une déclaration anticipée. C'est souvent des lésions cérébrales qui sont inattendues. Et même dans ce cas-là, la loi précise que la situation doit être irréversible selon l'état actuel de la science. Et c'est quelque chose qui légalement est très difficile à prouver, vu qu'on a certains cas de patients qui sont dans un état végétatif, donc non répondant, et qui des années après récupèrent quand même. Donc en fait, au niveau légal, on peut rarement utiliser la loi sur l'euthanasie pour aller vers des projets de fin de vie, même dans des cas où la famille est parfaitement en accord. Et alors, il y a ces 2 autres lois qui vont nous donner un cadre légal pour faire des projets d'accompagnement vers les soins palliatifs. C'est la loi sur les droits du patient qui donne le droit au patient d'avoir un refus de traitement et qui définit de manière très claire la représentation d'un patient incapable de s'exprimer. Et donc, il y a une suite de personnes proches qui est définie par la loi qui ont le droit de représenter de manière thérapeutique un patient si celui-ci n'en a pas déjà défini un de son vivant. Et donc voilà, dans l'ordre, c'est les enfants, puis les parents, puis les frères et sœurs, enfin le conjoint, puis les frères et sœurs. Voilà. Et la loi sur les soins palliatifs qui a été également créée pour favoriser la mise en place d'un cadre de soins palliatifs en Belgique. Voilà. Une petite chose importante aussi, pour encore citer une étude importante dans les décisions de fin de vie, on sait que les patients en état de conscience minimale ont une perception de la douleur conservée. Ça a été montré par cette étude-ci qui montre ici l'activation des zones de la douleur avec le PET scan, qui est préservé chez les patients en état de conscience minimale. Donc, même quand on est incapable de communiquer, c'est très important d'adapter le traitement antidouleur dès qu'on a des signes de souffrance pour assurer le confort, que ce soit pour un projet de soins palliatifs ou non d'ailleurs. Notamment lors des séances de kinésithérapie, c'est important de vérifier que le patient n'est pas trop algique. Et si besoin, donner un antidouleur 30 minutes avant la séance de kiné, c'est tout à fait possible et ça soulage le patient. La question de la sédation, il y a eu, on va dire, une espèce de dogme de la sédation profonde et continue qui était relativement, on va dire, un automatisme pendant longtemps. Et maintenant, on essaye de progresser vers un modèle où on a une sédation uniquement si nécessaire pour éviter tous les signes de souffrance, mais en respectant toujours le principe clé qui est dose et durée minimale nécessaire. Donc, on ne va pas donner trop de sédation si ce n'est pas nécessaire et on va toujours tester régulièrement des arrêts de sédation pour voir si le patient récupère des signes de conscience. Parce qu'une chose importante, c'est que toutes ces échelles qu'on a vues avant, elles sont valables uniquement si le patient est non sédaté. Donc, si nous, on arrive dans une salle et qu'on voit que le patient a du propofol qui coule, on va d'emblée dire aux équipes que notre test ne va pas être reconnu, ne va pas être valable. Et voilà, et donc en fonction, voilà. Ensuite on peut passer à un projet palliatif en accord avec la famille en fonction. Et alors là, évidemment, la stratégie de sédation va changer. Mais avant cette décision claire, c'est important de toujours utiliser une dose et une durée minimale pour éviter les signes de souffrance. Donc la question du retrait thérapeutique. Donc, si on ne peut pas utiliser la loi sur l'euthanasie, comment les fins de vie se passent pour nos patients? En général, c'est un retrait thérapeutique. Ce qui est important, c'est de savoir que ces patients-là ne sont pas capables de s'alimenter et de s'hydrater eux-mêmes. Donc, c'est de manière artificielle qu'ils sont alimentés, souvent par une sonde de gastrostomie, c'est-à-dire un tuyau qui va directement dans l'estomac, parce que les troubles de la déglutition font qu'ils ne sont pas capables de déglutir par eux-mêmes. Et donc, c'est considéré comme un traitement actif. C'est comme si je vous prescris maintenant un somnifère. Voilà, je vous prescris une nutrition artificielle. Et donc, si on prescrit, on peut aussi choisir de ne plus prescrire. Et c'est même une obligation légale d'arrêter de prescrire lorsque ce n'est plus indiqué. Et donc, c'est ce qu'on appelle le retrait thérapeutique. Alors, parfois, chez certains patients, c'est également la respiration qui doit être aidée. Donc, la respiration s'inscrit dans ce même cadre-là. Mais le plus souvent, c'est l'hydratation et l'alimentation artificielle qui sont arrêtées. Donc ici, une étude déjà pour placer un petit peu le cadre au niveau des professionnels de la santé. C'est un sondage qui a été fait auprès de presque 2500 professionnels de la santé sur la perception du retrait thérapeutique chez un autre ou chez soi. Donc vous voyez ici, alors désolé, la figure est en anglais. La première question, c'était: est-ce que vous jugez acceptable d'arrêter le traitement chez une personne qui est de manière chronique? Alors, à gauche, c'est en état d'éveil non répondant et à droite, en état de conscience minimale. Donc, de manière peu surprenante, on voit que les soignants
une majorité des soignants trouvent acceptable de faire un retrait thérapeutique chez une personne qui n'a aucun signe de conscience, alors que seulement 30% jugent que c'est acceptable chez une personne qui a des signes de conscience. Par contre, ce qui est intéressant, alors ici, ma figure n'est pas terrible, c'est bizarre ça. C'est que je crois que j'ai un problème. Bref, on ne voit pas très bien où est le haut de la barre ici. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que si on pose la même question au sujet de soi-même, donc est-ce que vous souhaiteriez être maintenu en vie si vous étiez dans ces deux mêmes états? On voit qu'ici, en fait, les résultats sont relativement proches. Et alors, les soignants ne souhaitent pas être maintenus en vie. Donc ici, c'est relativement bas pour l'état d'éveil non répondant, mais même en état de conscience minimale, il y a seulement une minorité qui souhaite être maintenue en vie. Et donc ça, c'est intéressant de considérer le fait que quand il s'agit de quelqu'un d'autre, on considère plus acceptable, voilà, quand il s'agit de quelqu'un d'autre, on considère peu acceptable d'arrêter le traitement s'il y a des signes de conscience, alors que pour soi-même, on est prêt à être, entre guillemets, voilà, à aller vers une fin de vie. Et donc ça, c'est probablement pour déjouer la peur de toujours d'aller vers l'euthanasie autorisée. Donc, il y a toujours beaucoup de tabous à ce sujet-là et les professionnels ont peur d'être taxés de personnes qui euthanasient, à mon avis. C'est l'interprétation qui avait été faite, en tout cas, de ce sondage à l'époque. Mais ce qui était important, c'est qu'ils ont noté qu'il y avait une forte variabilité individuelle et donc, ça montre encore l'importance des directives anticipées et de l'identification de responsables thérapeutiques fiables. Aussi, il y a une question de qualité de vie. Ici, on revient vers les patients en locked-in syndrome. Et il faut évidemment toujours se poser la question, quelle est la qualité de vie que le patient peut atteindre s'il récupère au mieux et confronter ça avec ses représentations. Est-ce qu'il accepterait de vivre avec la qualité de vie maximale qu'il puisse récupérer? Et parfois, ça c'est juste pour montrer qu'il ne faut pas juger un livre à sa couverture, parce qu'on aurait tendance à penser que la qualité de vie des personnes en locked-in syndrome est très mauvaise. Par exemple, si je vous dis, est-ce que vous souhaiteriez vivre le restant de vos jours sans pouvoir bouger une jambe ou un bras, seulement communiquer par des mouvements oculaires? Probablement que beaucoup dirait non. Et en fait, quand on pose la question à des personnes en locked-in syndrome, on voit ici, donc c'est une échelle qui va de -5, qui veut dire que vous êtes en train de vivre le pire moment de votre vie, à +5, qui veut dire que vous êtes en train de vivre le meilleur moment de votre vie actuellement. Et on voit qu'en fait, il y a une grande partie des patients à locked-in syndrome qui sont plutôt dans la partie positive, même si il y a aussi une partie qui considère qu'ils ont une très mauvaise qualité de vie. Mais donc, il faut bien identifier ces patients-là, mais ce n'est pas forcément toujours ce à quoi on peut s'attendre. Et en tout cas, l'humain a une forte capacité d'adaptation. Souvent, en parlant avec ces gens-là, ils ont l'impression d'avoir échappé à la mort, d'être des miraculés, et donc ils profitent beaucoup plus de la vie après cet événement. C'est assez surprenant. Il y a différents livres et films à ce sujet que je vous invite à aller voir qui sont très inspirants. Donc ici, l'arrêt de la nutrition et de l'hydratation, c'est toujours quelque chose qui fait beaucoup parler les médias. Il y a eu beaucoup d'affaires juridiques à ce sujet-là, notamment récemment l'affaire Vincent Lambert en France, mais différentes affaires dans le passé. Actuellement, dans la majorité des pays d'Europe, soit c'est recommandé explicitement dans la législation d'aller vers un arrêt thérapeutique pour les patients qui sont en état d'éveil non répondant, donc qui n'ont pas de signe de conscience, comme c'était le cas de Vincent Lambert par exemple. Dans d'autres pays, ce n'est pas explicitement recommandé, mais ça fait partie de la pratique courante, notamment en Belgique. Et en état de conscience minimale, on aurait tendance à penser que là, par contre, c'est plus délicat, mais il y a quand même certains pays qui vont encourager. Par exemple, la Grande-Bretagne, après 5 ans d'état de conscience minimale sans amélioration, recommande ou en tout cas autorise l'arrêt thérapeutique. Il y a même une jurisprudence d'un cas où, après seulement 16 mois d'état de conscience minimale, ça a été autorisé d'aller vers un arrêt thérapeutique selon les meilleurs intérêts du patient qui avait exprimé clairement ces volontés-là avant l'accident. Et alors ici, on peut se poser la question, est-ce que les nouvelles technologies, les nouvelles classes diagnostiques vont venir compliquer les choses au niveau juridique? On a vu avant l'utilisation du PET scan, de l'IRM pour essayer de savoir si les gens étaient conscients. Et on voit ce qu'on appelle ici l'ECM étoile, donc c'est l'état de conscience minimale STAR, qui est une nouvelle catégorie qui a été inventée en fait l'année passée pour parler des patients qui sont incapables de montrer un signe de conscience, mais dont l'activité cérébrale est relativement préservée. Donc, des gens qui montrent de l'activité cérébrale alors qu'ils n'ont aucun signe de conscience. Et donc, ça pourrait venir chambouler les jurisprudences et les jugements rendus parce que ça va créer toute une nouvelle incertitude diagnostique concernant les patients et leur état de conscience. Donc, voilà, c'est très positif d'avoir des nouvelles trouvailles scientifiques
sur l'état de conscience des patients, mais il faut toujours se poser la question des implications et des conséquences pour le système médico-légal. Ici, le cas de Terry Schiavo, je ne sais pas si vous avez entendu parler, c'est un cas aussi qui a beaucoup fait parler d'une dame qui, la question se posait, c'était en 1990, donc avant la création du terme d'état de conscience minimal. Et donc, il y avait eu beaucoup de débats aux États-Unis sur la question de est-ce qu'elle est consciente ou non. Elle montrait des petits signes de conscience. Donc ici, on voit, ce n'est pas du tout des personnes qui sont dans un lit et qui ont les yeux fermés, hein, c'est des gens qui ont les yeux ouverts. Ici, on a l'impression qu'elle suit du regard. C'est difficile de l'établir comme ça. Et donc, ce n'est pas des cas qui sont si faciles que ça à juger au niveau clinique. Parce que toujours, chaque patient est différent et c'est toujours compliqué. En tout cas, nous, dans notre pratique clinique, ce qu'on a également publié il y a quelques années, on a différentes étapes dans la prise de décision qui sont essentielles. La première étape, c'est de déterminer le représentant légal du patient. Donc ça, la loi nous aide en Belgique parce qu'il y a, comme on l'a vu avant, il y a une détermination claire par la loi de qui est le représentant thérapeutique d'un patient. Ensuite, on réalise une enquête détaillée sur la vie du patient, sur est-ce qu'il a laissé des volontés, une déclaration anticipée, est-ce qu'il en a parlé à son médecin traitant, c'est très important. Ensuite, on essaie de reconstruire l'histoire de vie du patient. Est-ce qu'il était croyant? Est-ce qu'il avait déjà exprimé des souhaits par rapport à un éventuel accident? Est-ce qu'il a toujours considéré que ça valait la peine de vivre, même diminuer ou non? Donc ça se fait souvent avec les proches, les soignants, mais parfois aussi les notaires, les avocats, les personnes de foi. Et on regarde, très important, si ces informations qu'on a collectées sont homogènes ou non. Si elles sont homogènes, on peut imaginer qu'on est dans le vrai et qu'on va pouvoir discuter de manière fiable de décisions à prendre pour ce patient. Mais si c'est hétérogène, il faut être très prudent et alors aller encore récupérer des informations supplémentaires parce que ça veut dire que probablement il y avait une ambiguïté de la personne ou alors que ses proches n'ont pas tous eu la même information. Et alors ensuite, on confronte les informations médicales du pronostic. Donc, on regarde tous les examens qu'on a vus avant, donc les échelles cliniques, la neuroimagerie, le EEG et tout ça. Qu'est-ce qu'on peut attendre de la récupération de ce patient? Et on confronte ça aux souhaits présumés de cette personne. Et on regarde si la récupération a l'air de la meilleure récupération possible pourrait satisfaire les attentes présumées de cette personne. Si la réponse est non, alors il faut se poser la question d'un retrait thérapeutique. Ce qui est important, c'est de connaître les biais cognitifs dans ce processus de décision. C'est quelque chose dont on parle peu et dont il est difficile de se départir parce que ça fait partie du fonctionnement normal du cerveau humain, mais le fait de les connaître peut nous aider à peut-être être plus conscient qu'on en est victime, même si c'est difficile de complètement les annuler. Et donc ça, c'est différents biais. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Ça ne s'applique pas seulement à la décision médicale, mais à la réflexion de manière générale de l'être humain. Donc ici, le biais de faux consensus, c'est quand, par exemple, la famille du patient et les soignants ont les mêmes représentations, les mêmes valeurs, et alors ils vont arriver à un consensus et en être satisfaits, alors qu'en fait, le patient n'avait peut-être pas les mêmes représentations. Et donc, tout le monde est satisfait de la décision, mais on oublie de réfléchir à ce que le patient aurait vraiment voulu. Le biais de cadrage, c'est quand on a tendance à se focaliser sur certains éléments et ne pas du tout prendre en compte d'autres. Voilà. Le biais de substitution, c'est quand on remplace une question par une autre. C'est-à-dire, au lieu de se poser la question, est-ce que le patient va pouvoir récupérer va pouvoir communiquer, va pouvoir récupérer dans 10 ans de manière correcte, parce qu'il aura une bonne qualité de vie dans 10 ans, on va poser une autre question à la place parce qu'elle est plus facile à poser. Par exemple, est-ce que le patient m'entend? Alors, on va se concentrer sur cette question-là. Est-ce qu'il m'entend? Est-ce qu'il communique avec moi? Mais en fait, ce n'est pas forcément la question qui est la plus utile actuellement. La vraie question qui est importante pour déterminer ce qu'il faut faire, c'est est-ce qu'il aura une bonne qualité de vie dans 5 ans ou dans 10 ans? Le biais de confirmation, c'est… attendez, ici. Oh, pardon. Tac. Hop. Voilà. Le biais de confirmation, c'est le fait d'avoir envie de faire différents examens pour confirmer une hypothèse initiale. C'est-à-dire, on a une hypothèse initiale qui est, par exemple, ce patient ne va pas bien récupérer. Et on va uniquement
aller faire des examens complémentaires qui vont aller dans le sens de la confirmation de notre hypothèse. On ne va pas chercher à confirmer l'hypothèse inverse. Le biais de disponibilité, c'est qu'on appelle aussi le biais des informations récentes, c'est qu'on va se concentrer uniquement sur les informations les plus récentes qu'on a eues. Admettons, on a eu une série de 3 cas récemment, et les 3 cas étaient comme le patient actuel, et les 3 ont très bien récupéré. Donc, on va avoir tendance à penser que ce patient-là aussi, il récupère très bien. Mais c'est uniquement parce que les informations récentes qu'on a à notre disposition sont bonnes. Mais en réalité, si on regarde peut-être les statistiques, les patients dans cet état-là ne vont pas du tout bien récupérer en moyenne. C'est juste que les 3 derniers qu'on a vus ont bien récupéré. Ça, il faut aussi faire attention. Le biais d'ancrage, c'est assez proche du biais de confirmation, c'est d'être attaché à une idée initiale, à une première impression et de garder cette première impression sans jamais vouloir en changer. Et le biais finalement des coûts irrécupérables, ça on en a tous fait l'expérience une fois ou l'autre, c'est le fait d'avoir tellement engagé de coûts, mais ça peut être financier, mais ça peut être aussi en énergie ou en temps, dans une direction qu'on n'a plus envie de faire demi-tour et prendre l'autre direction. Ça on a tous fait l'expérience. Si vous êtes allé par exemple en voiture sur une route qui devient de plus en plus mauvaise, on se dit je continue, et on se dit maintenant que je suis arrivé jusque-là, je n'ai pas envie de faire demi-tour, ça ne vaut plus la peine. Alors que parfois, en fait, ça aurait été bien plus rapide de faire demi-tour et de reprendre la route initiale. Ça, c'est un peu pareil ici, c'est se dire qu'on ne veut pas faire demi-tour parce qu'on a déjà engagé des coûts dans une direction. Donc, tous ces biais-là, c'est important de les connaître pour essayer d'en être conscient, même si c'est difficile de s'en départir. Et donc, ici, disons, on va dire le message à retenir, c'est que c'est important d'utiliser tous les outils qui sont à notre disposition, d'être conscient des différents biais, les outils cliniques, mais aussi les outils de neuroimagerie pour faire une synthèse et arriver à avoir les informations les plus précises possibles. Ici, un exemple de 2 patients, un à gauche et un à droite. Les 2 ne montraient aucun signe de conscience au niveau clinique, mais on voit que le patient de gauche a en fait confirmé qu'il était parfaitement non répondant parce que tous les examens complémentaires montrent une absence de réponse et une architecture cérébrale qui est anormale, alors que le patient à droite, en fait, arrive à montrer une bonne activité métabolique, ça c'est le PET scan ici, une bonne activité métabolique, une architecture cérébrale relativement préservée, et la confirmation ultime était capable de communiquer avec le test du tennis et de la navigation dans les pièces. Et donc, ce patient-là va aller vers une revalidation intensive, alors que l'autre, on va plutôt se diriger vers une décision de fin de vie et de soins palliatifs. Voilà, je vais peut-être abréger parce que je crois que je suis déjà au-delà. Donc, rapidement, je voulais vous parler encore un peu de mort cérébrale, mais on va aller très rapidement pour laisser un peu de temps pour les questions. Donc, voilà, la mort cérébrale, toujours très compliquée à définir. Déjà, comme disait Harry Beecher dans les années 70. Voilà, différents, ça on a déjà vu un petit peu avant. Ce qui est important, c'est de savoir qu'il y a eu en 1968, c'est la date importante de la définition par le comité de Harvard, l'école médicale d'Harvard, qui a défini les critères de la mort cérébrale. Puis une quinzaine d'années après, c'était la loi américaine, le Uniform Determination of Death Act, qui a adopté ces critères-là. Il y a eu ensuite 2 révisions depuis en 1995 et en 2010. Donc, c'est un domaine qui est encore actif. On a tendance à penser que la mort cérébrale, c'est quelque chose qui est fixe et qui ne change plus. Donc, ici, voilà, ça, je vous laisserai peut-être regarder les diapositives. Il y a différents critères diagnostiques pour définir qu'une personne est en mort cérébrale. Mais même dans ces critères-là, on voit ici que, par exemple, la période pour faire une évaluation répétée, elle est conseillée à 6 heures, mais la période est considérée arbitraire. Donc, même dans les critères officiels, il y a encore certains petits éléments qui sont laissés libres. Mais donc, pour avoir une idée, c'est même encore aujourd'hui au sein du même pays, par exemple aux États-Unis, il n'y a toujours pas de définition uniforme entre les différentes institutions. Il n'y a pas de standard universellement accepté pour la mort cérébrale et il n'y a pas d'algorithme constant pour déterminer la mort. Et donc, on voit ici en fait qu'en fonction des États, même encore aujourd'hui, il y a toujours des États qui n'ont pas accepté d'utiliser la Uniform Determination of Death Act. Et donc, simplement en traversant une frontière d'État, par exemple, si vous allez ici en noir, c'est la Virginie. Si vous rentrez en Virginie, pour être mort, il faut avoir un arrêt simultané des fonctions respiratoires et cardiaques.
Donc, si vous rentrez en Virginie, vous pouviez être mort avant et vous ressusciter en passant en Virginie, au vu de la loi. Donc, ça montre qu'il y a encore beaucoup à faire au niveau de l'uniformisation des lois sur la mort cérébrale. Et c'est un débat qui est très vieux. Ça vient en fait de la peur d'être enterré vivant, si on veut. C'est qu'on a toujours peur que quelqu'un qui est déterminé mort puisse se réveiller. Ça, on voit ici déjà au 19e siècle. On avait déjà le chambellan du tsar de Russie qui avait inventé cet ingénieux dispositif pour pouvoir signaler à vos proches que vous êtes toujours vivant une fois que vous êtes enterré. C'est assez amusant de voir, je trouve, l'ingéniosité du dispositif. Et c'est encore plus ou moins d'actualité. Mais de nouveau, comme pour les troubles de la conscience, on peut utiliser différents examens complémentaires pour nous aider dans la décision. Donc ici, l'électroencéphalogramme qui est soit isoélectrique, donc plat, ou bien avec une forme de burst suppression qui nous donne une bonne information selon laquelle la personne est en mort cérébrale. Et on peut aussi utiliser ici le PET scan avec le signe de la boîte vide qui est très différent d'une personne qui a eu un arrêt cardiaque et qui est simplement en coma, comme on voit ici. Mais on ne fait pas des PET scans chez tous les patients pour déterminer la mort cérébrale. Pareil ici, on peut voir ici les potentiels évoqués somatosensoriels. C'est quelque chose qu'on utilise souvent aux soins intensifs pour prédire un pronostic qui va être mauvais. S'il y a une absence bilatérale de cette onde ici, qui est en rouge, le N20, c'est un marqueur de mauvais pronostic, avec seulement 0,7% des patients qui vont récupérer une forme de conscience, s'ils ont une absence bilatérale. Donc, c'est des signes relativement sûrs d'évolution vers un mauvais pronostic. Ici, voilà un exemple d'un algorithme de décision qui a été proposé plus récemment avec différents tests confirmatoires qui vont soit vers un bon pronostic ou un mauvais pronostic, et donc vers un don d'organes. Voilà, je suis désolé si j'étais un peu plus long que prévu. Merci beaucoup pour votre attention. Et voilà, je pense que le message à garder, c'est n'hésitez pas à exprimer votre volonté, quelle que soit la manière, parlez-en, que ce soit à votre médecin, à vos proches, dans une déclaration anticipée. C'est jamais trop tôt pour y penser, que ce soit pour le don d'organes, pour voilà, la déclaration anticipée d'euthanasie, ou même de manière générale, simplement exprimer ces représentations, dire est-ce qu'on souhaiterait être maintenu en vie si on est capable de faire telle ou telle chose. Ça peut être utile parce qu'on utilise vraiment ces informations-là pour prendre la décision et agir de la manière la plus fidèle aux représentations d'un patient.